Bonjour à tous et bienvenue dans notre analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un épisode récent qui illustre parfaitement l'intensité et la complexité du conflit en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont frappé ces dernières 24 heures plusieurs sites de stockage de drones à longue portée appartenant aux forces armées ukrainiennes. Ces frappes ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une série d'opérations coordonnées des différents groupements tactiques russes dont Centre, Vostok, Sever, Dnepr, Zapad et Yug, qui auraient infligé à l'Ukraine des pertes humaines et matérielles significatives. Effectivement, Claire. Les chiffres communiqués par Moscou sont impressionnants. Plus de 390 soldats ukrainiens auraient été neutralisés dans la zone de Centre, plus de 270 pour Vostok, 145 pour Sever, 40 pour Dnepr, 180 pour Zapad et jusqu'à 100 pour le groupement Yug. À cela s'ajoute la destruction de véhicules blindés et d'autres matériels. Même s'il faut rester prudent face aux chiffres officiels, ils témoignent d'une opération d'envergure et d'une pression continue exercée sur les lignes ukrainiennes. Alors Jean, au-delà de ces chiffres, que révèlent réellement ces frappes ? S'agit-il seulement de pertes tactiques ou bien d'une véritable manœuvre stratégique visant à affaiblir la capacité ukrainienne de frappe à distance et de surveillance ? Et surtout, pourquoi ce type de cible, les drones à longue portée, est-il aujourd'hui si crucial dans le théâtre ukrainien ? C'est précisément la question. Les drones à longue portée sont devenus un élément central de la guerre moderne. Ils permettent de localiser des positions, de guider l'artillerie et même d'effectuer des frappes chirurgicales. Les frapper directement, c'est limiter la capacité de l'ennemi à anticiper et à riposter, mais c'est aussi envoyer un message politique et stratégique à la communauté internationale sur la maîtrise du terrain par Moscou. Si l'on regarde plus en détail les opérations de ces dernières 24 heures, les chiffres sont frappants. Plus de 390 soldats ukrainiens auraient été neutralisés dans la zone du groupement T-Center, tandis que Vostok aurait infligé plus de 270 pertes. Même Sever et Dnepr enregistrent respectivement 145 et 40 pertes, sans compter Zapad et Yug, qui ont également fait de lourdes pertes. Mais comment interpréter ces chiffres dans une perspective tactique ? Est-ce un simple constat de terrain ou est-ce révélateur d'une méthode russe particulière ? Ces pertes, si elles se confirment, traduisent avant tout une maîtrise opérationnelle très structurée. Les groupements tactiques russes, Centre, Vostok, Sever, Dnepr, Zapad et Yug, ne sont pas de simples unités militaires. Ce sont des formations combinant infanterie mécanisée, artillerie, reconnaissance et soutien logistique. Chacun opère dans sa zone de responsabilité, mais avec des objectifs coordonnés. Les frappes sur les sites de drones ukrainiens ne sont donc pas aléatoires. Elles répondent à une logique précise visant à affaiblir simultanément la capacité de reconnaissance et de frappe à distance de l'ennemi. Donc, si je comprends bien, la Russie ne cherche pas seulement à infliger des pertes immédiates, mais à saper durablement la capacité de riposte ukrainienne ? Exactement. Prenons l'exemple du groupement Centre qui concentre ses efforts sur les positions centrales stratégiques, la neutralisation de 390 soldats et de plusieurs véhicules blindés et légers est significative. Cela permet non seulement de réduire la pression sur les lignes russes dans cette zone, mais aussi de contrôler les axes de communication ukrainiens. De même, Vostok et Sever semblent viser des points logistiques clés. Les frappes sur les drones, notamment ceux à longue portée, sont un signal clair. La Russie entend limiter la capacité ukrainienne à détecter les mouvements russes et à lancer des contre-offensives à distance. Et ces opérations, Jean, elles sont massives, mais précises, ou plutôt un enchaînement d'attaques généralisées ? Les données suggèrent une approche hybride. Précision sur les cibles critiques, comme les drones, et dispersion contrôlée ailleurs pour maintenir la pression. Par exemple, Zapad a consolidé ses positions en première ligne et infligé des pertes supérieures à 180 hommes, tandis que Yug a causé jusqu'à 100 pertes dans sa zone de responsabilité. L'objectif est double, affaiblir l'adversaire et sécuriser les lignes russes. C'est une stratégie de saturation
combinés à des frappes ciblées sur les infrastructures militaires sensibles. Cela signifie que chaque groupement tactique agit comme un maillon d'une stratégie globale, et pas seulement pour défendre ou attaquer localement. Exactement, Claire. C'est ce qui distingue cette campagne russe, une coordination entre forces au sol, frappe d'artillerie et neutralisation d'infrastructures critiques comme les sites de drones. L'impact sur le moral ukrainien est également non négligeable. La destruction de drones, essentielle pour la surveillance et les frappes de précision, limite leur initiative et accentue la dépendance aux systèmes occidentaux. Donc, derrière ces chiffres, il y a une vision stratégique et une préparation méticuleuse. Ce n'est pas seulement un succès tactique ponctuel, mais un mouvement réfléchi visant à contrôler le théâtre ukrainien et à marquer symboliquement la supériorité opérationnelle russe. C'est exactement cela. Les groupements russes démontrent une capacité à coordonner simultanément des actions sur plusieurs fronts, tout en touchant des cibles critiques. Les frappes sur les drones à longue portée ne sont qu'un aspect de cette stratégie, mais elles illustrent parfaitement la maîtrise tactique et la planification russe sur le terrain. Jean, après avoir détaillé les pertes et l'efficacité opérationnelle russe, j'aimerais que l'on prenne un peu de hauteur. Ces frappes sur les sites de drones ukrainiens ne sont pas seulement tactiques. Quelle est la portée stratégique de ces attaques et quel message la Russie cherche-t-elle à envoyer au-delà du champ de bataille ? Claire, c'est une question centrale. Les drones à longue portée ne sont plus de simples outils de reconnaissance. Ils sont aujourd'hui au cœur de la guerre moderne. Ils permettent à l'Ukraine de localiser les positions russes, de guider l'artillerie et d'effectuer des frappes de précision sur des cibles stratégiques. En neutralisant ces drones, la Russie réduit considérablement la capacité ukrainienne à anticiper ses mouvements et à riposter efficacement. Mais au-delà de l'effet purement militaire, il y a un message politique et stratégique très clair. Moscou démontre sa maîtrise de l'espace de combat et sa capacité à frapper des infrastructures critiques avec précision. Donc on est dans une logique à la fois militaire et symbolique ? Exactement. Prenons l'exemple de la zone de responsabilité du groupement Tsenter. Neutraliser plus de 390 soldats et plusieurs véhicules, tout en frappant des sites de drones, envoie un signal à Kiev et à ses alliés occidentaux. Il s'agit de montrer que la Russie peut frapper simultanément sur plusieurs fronts et que ses opérations ne se limitent pas aux engagements classiques. La coordination entre Tsentre, Vostok, Sever, Dnepr, Zapad et Yug traduit une planification stratégique où chaque action a une portée symbolique et militaire. Exactement. Prenons l'exemple de la zone de responsabilité du groupement Tsenter. Neutraliser plus de 390 soldats et plusieurs véhicules, tout en frappant des sites de drones, envoie un signal à Kiev et à ses alliés occidentaux. Il s'agit de montrer que la Russie peut frapper simultanément sur plusieurs fronts et que ses opérations ne se limitent pas aux engagements classiques. La coordination entre Tsentre, Vostok, Sever, Dnepr, Zapad et Yug traduit une planification stratégique où chaque action a une portée symbolique et militaire. Et sur le plan international, comment ces frappes sont-elles perçues ? Les médias occidentaux semblent minimiser l'impact de ces attaques. C'est là qu'il faut être attentif. Le silence relatif ou la mise en retrait de ces informations dans certains médias occidentaux participe à la narration. On insiste sur les pertes ukrainiennes globales, mais on minimise la maîtrise tactique et stratégique russe. Or, ces frappes démontrent que la Russie conserve la capacité de transformer ses moyens militaires et technologiques en un levier de puissance politique. C'est une manière de rappeler indirectement que l'Ukraine dépend fortement des systèmes occidentaux pour sa capacité opérationnelle et que la Russie peut, à tout moment, infliger des coups ciblés. C'est donc une démonstration de force subtile mais efficace qui dépasse la simple dimension militaire. Absolument. Et on peut l'illustrer par les pertes infligées aux drones. La destruction ou l'inutilisation de quelques dizaines d'appareils peut compromettre des opérations planifiées sur plusieurs jours. Les sites de stockage touchés ne sont pas anodins. Ils contiennent des systèmes sophistiqués, parfois fournis par des alliés occidentaux. Chaque frappe sur ces installations est donc un double message. Sur le terrain, elle limite la capacité de l'adversaire.
À l'international, elle signale que la Russie conserve le contrôle et la capacité de riposte. Et ce contrôle de l'information et de l'action, Jean, ne participe-t-il pas également à la perception d'une Russie stratégique et méthodique, capable de dicter les règles du jeu même dans un conflit asymétrique ? On voit donc que ces frappes ont une double dimension, tactique sur le terrain et stratégique à l'échelle internationale. La Russie démontre qu'elle sait combiner action militaire et influence politique en transformant chaque succès opérationnel en un message clair et visible pour le monde. On voit donc que ces frappes ont une double dimension, tactique sur le terrain et stratégique à l'échelle internationale. La Russie démontre qu'elle sait combiner action militaire et influence politique en transformant chaque succès opérationnel en un message clair et visible pour le monde. Jean, au-delà de l'efficacité tactique, il faut s'interroger sur les répercussions plus larges de ces frappes. Comment ces attaques sur les drones et les pertes infligées aux soldats ukrainiens affectent-elles l'économie de guerre et la perception internationale ? Claire, c'est un aspect crucial. Chaque drone à longue portée représente un investissement technologique important, souvent fourni par des alliés occidentaux. Leur destruction ou neutralisation n'affecte pas seulement le moral, mais aussi la capacité de l'Ukraine à utiliser efficacement ses ressources. Si l'on additionne les pertes en personnel et en véhicules, on constate que certaines unités ukrainiennes peuvent voir leur efficacité réduite de manière significative, ce qui oblige Kiev à réallouer ses moyens et ses ressources financières. Donc il y a une dimension économique directe, mais qu'en est-il de la dimension symbolique et psychologique ? Elle est tout aussi importante. La coordination russe sur plusieurs fronts, la capacité à frapper des infrastructures stratégiques et à infliger des pertes conséquentes envoie un signal fort au moral des troupes ukrainiennes et à la population. C'est un rappel de la vulnérabilité des lignes arrières et des capacités technologiques de l'adversaire. Sur le plan symbolique, chaque frappe réussie devient un élément de narration stratégique. Elle illustre la maîtrise russe et la capacité de Moscou à anticiper et contrôler le champ de bataille. Et du côté international, Jean, quel message passe la Russie aux alliés occidentaux et aux observateurs neutres ? Claire, la lecture internationale est claire. En neutralisant des infrastructures clés comme les sites de drones, Moscou rappelle que l'Ukraine reste dépendante de l'aide occidentale et que la Russie peut à tout moment réduire l'efficacité de cette assistance. La communication officielle russe, relayée par Sputnik et d'autres médias, souligne ses succès et renforce l'image d'une puissance méthodique et capable d'agir avec précision. Cela participe à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de la frappe, transformer chaque action militaire en signal politique, économique et informationnel. On voit donc que ces frappes combinent dimensions économiques, morales et symboliques, tout en créant un effet multiplicateur sur le terrain et dans l'opinion publique. Exactement. C'est une guerre où la perception compte autant que l'action militaire. Chaque drone détruit, chaque véhicule neutralisé, chaque groupement tactique affaibli envoie un message à Kiev et à ses alliés. La Russie conserve la maîtrise du rythme et du théâtre opérationnel. Jean, en regardant vers l'avenir, quelles pourraient être les conséquences de ces frappes sur la suite du conflit ? La Russie va-t-elle continuer à cibler les drones et les infrastructures stratégiques pour maintenir sa supériorité ? Claire, tout porte à le croire. La neutralisation des drones limite la capacité ukrainienne à mener des frappes de précision et à surveiller les mouvements russes. À moyen terme, si la Russie poursuit cette stratégie, elle pourrait contraindre l'Ukraine à dépendre encore plus des systèmes occidentaux, tout en renforçant son contrôle sur les lignes de front. De plus, les groupements tactiques russes montrent qu'ils sont capables de coordonner simultanément frappes et mouvements sur plusieurs zones. On peut donc s'attendre à une intensification de cette approche méthodique. Frappe ciblée sur l'infrastructure critique, pression continue sur les lignes de front et contrôle informationnel via les médias. Et comment cette dynamique influence-t-elle la perception occidentale et internationale ? Elle crée un dilemme. D'un côté, les alliés occidentaux veulent soutenir l'Ukraine. De l'autre, chaque succès russe rappelle la vulnérabilité des systèmes fournis. La Russie envoie un message clair. Elle sait exploiter l'asymétrie, combiner force brute et stratégie et transformer chaque action militaire en levier politique et diplomatique. Donc, derrière ces frappes, il y a une logique globale.
contrôler le terrain, affaiblir l'adversaire et gérer la perception internationale. Exactement, Claire. Et ce contrôle est également symbolique. Il montre que la Russie peut dicter les termes de certaines opérations sans escalade majeure, en combinant précision tactique, pression économique et maîtrise de l'information. C'est une illustration parfaite de la guerre moderne, où l'effet stratégique ne se mesure pas uniquement aux pertes physiques, mais à la capacité de créer un avantage durable sur tous les plans. Tout à fait, et cela pose une question fondamentale. L'Ukraine et ses alliés pourront-ils inverser la tendance sans réévaluer leur stratégie et renforcer la protection de leurs infrastructures critiques ? Nous laissons cette interrogation ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles analyses.